De revenir en salle, pour tous nos amis aussi qui sont derrière l'écran, vous êtes en train de revenir automatiquement les uns après les autres. C'est rallumeur d'étoiles, Stéphane, mais c'est les sourires là, qui sont en train de se réallumer derrière l'écran et on est ravis d'entamer cette dernière partie avec vous tous, avec nos grands invités, puisque c'est parti pour le grand débat. Et nous vous emmenons aujourd'hui dans notre grand rendez-vous trimestriel à la rencontre d'invités au point de vue fort et novateur. Et le thème de ce matin, c'est Génération XO, la prospective au cœur des tiers-lieux. Mieux comprendre la grande tendance du mieux vivre ensemble, mieux comprendre ce que l'on nomme les biens communs, une tendance qui émerge dans la société, mais nos invités nous le diront, c'est peut-être même déjà bien présent, bien plus qu'une nouvelle forme de travail et de télétravail, on n'en est pas du tout, plus du tout là. Cette génération XO nous emmène vers le concept le plus fondateur de l'âme humaine, le lieu. Notre rapport originel au lieu, aux espaces, au local, semble à réinventer. En tous les cas, il est en cours de réinvention. Et Fabienne, mais tu nous en diras plus dans quelques instants, nous explique que toute notre civilisation et notre éducation a été basée sur la propriété. On fabriquait des objets, puis on en était propriétaire. Et on est en train de passer sur l'accès, le partage. Donc on a hâte d'en savoir plus. Qui est cette génération XO qui est dans nos entreprises? Comment nous préparons-nous à intégrer réellement ce sujet de bien commun? Les tiers-lieux sont-ils vraiment en plein essor? Et à quelle étape en sommes-nous de cette mutation? Et c'est pour répondre à ces questions que j'ai autour de moi trois grands invités. Fabienne Gou-Baudiment, tu es prospectiviste. Et tu accompagnes notamment des gouvernements, par exemple le Royaume du Maroc sur des études stratégiques, l'UNESCO sur le projet Imaginer les futurs de l'Afrique, l'Université internationale de la mer sur la prospective de la mer et plein d'autres choses encore, évidemment, au sein des entreprises. Alors Yolène Proux, merci beaucoup d'être là. Juste 2 secondes, nous avions prévu effectivement Patrick qui a dû, pour des raisons tout à fait importantes et familiales, s'absenter. Yolène, un grand merci. Vous êtes ancienne collaboratrice de Mounir Majoubi au secrétaire d'État au numérique, ancienne directrice de l'agence BETC et nommée, alors j'ai dit 2020, je ne sais pas si c'est exactement cette date-là, 2019, donc dès le démarrage, directrice déléguée générale de France Tiers-Lieux. Et puis, merci beaucoup, parce que je sais que ton agenda est très chargé, Stéphane Ben-Simon, tu es CEO de Vojo, espace de travail flexible et partagé, ancien de la belle maison hôtelière Accor. Et puis, évidemment, plusieurs fonctions, on ne va pas toutes les nommer, si tu me le permets, à haute responsabilité de direction générale au niveau France et au niveau Europe du Sud. Bienvenue à vous trois. Et donc, sans plus attendre, Fabienne, juste avant qu'on démarre, en quelques mots, c'est quoi la prospective? Alors, le micro, comme toutes les stars. En 3 mots, c'est l'art de réorganiser le présent pour préparer l'avenir. Ah, c'est un grand programme. Voilà, c'est dit, formidable. Voilà. Et alors, Fabienne, quand on s'est rencontrés, qu'on a parlé de transformation, mutation des entreprises, tu m'as fait connaître un concept sur lequel tu travailles depuis très longtemps, que tu développes. Tu m'as appris ce qu'était la grande transition et également la génération XO. Est-ce que tu peux nous en raconter là, pour le coup, un peu plus et vraiment nous faire venir dans pas ton univers, mais ce qu'on est en train de vivre? Raconte-nous ce qu'est la grande transition. Alors, la grande transition, c'est brièvement le fait que les structures sociales sur lesquelles se sont appuyés le développement du monde et des différentes civilisations, on va dire au cours des 7000 dernières années, pour faire court, sont en train de s'effondrer. Elles s'effondrent depuis le 19e siècle à peu près. Et c'est un effondrement qui est très lent. C'est pour ça qu'on parle d'une grande transition. En général, ça dure peu ou prou 2, 3, 4 siècles. On en a connu tout au long de l'histoire, de la sédentarisation, le feu, un certain nombre de choses. Et cette grande transition, elle fait que on est dans une période de chaos entre ce monde qui est en train de disparaître, puis celui qui est en train d'arriver, qui est porté par un certain nombre de nouvelles tendances. Et
entre les deux, évidemment, il y a des chocs, il y a des turbulences, vous en êtes témoin, et il y a notamment des facteurs de résistance qui naissent de plus en plus. Mais la logique de ces tiers-lieux dont vous parlez s'inscrit effectivement dans le nouveau modèle de développement que nous sommes en train de voir émerger, qu'on appelle le modèle de développement X.0. Alors pourquoi X.0? Simplement parce que le monde de départ, c'était le monde 1.0. Et donc forcément, le monde d'arrivée, comme on ne sait pas s'il sera 2, 3, 4, 15 ou 25, on l'appelle X. Donc X.0 tout simplement. C'est simplement, ce qu'on voit simplement sortir aujourd'hui, c'est que de nouveaux individus, de nouvelles générations, de nouvelles manières de faire sont en train d'émerger à peu près partout dans le monde et simultanément. Et indépendamment des classes sociales traditionnelles, indépendamment des cultures traditionnelles aussi. Ça, c'est un grand changement. Et donc, parmi les différentes caractéristiques, on a... Alors, tu me demandais ce qu'on définissait comme la génération X.0. En fait, elle est composée de deux principaux courants. Un courant dans lequel la plupart d'entre vous vont peut-être reconnaître vos enfants. Alors, je ne parlerai pas des millennials, mais je parlerai de ce qu'on appelle l'Alien Generation, c'est la génération alien au sens vraiment alien, quoi, extraterrestre. Ceux que vous ne reconnaissez pas en vous demandant mais comment j'ai pu procréer ça. Oui, je sens que ça fait écho à beaucoup d'entre vous. Ce sont des mutants au sens stricto sensu du terme. Alors je sais que ça fait toujours beaucoup rire ce mot mutant, mais réellement en biologie, ils ont déjà des modifications du cortex qui sont en train d'apparaître, qui sont très significatives. Leurs processus cognitifs sont différents des nôtres. Ils sont plus séquentiels. On parle de nos enfants, de moins de 35 ans. On parle de nos enfants, de moins de 35 ans, exactement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la pointe de la flèche. Cette Alien Generation qui déjà prépare le monde d'après. Et puis, et qui cultive différentes valeurs, et notamment le fait que pour eux, la propriété n'a plus d'importance. Ils ne sont déjà plus dans ce monde-là. Ils sont dans un monde d'accès, pas dans un monde de propriété. Donc, ça conditionne aussi un certain nombre de choses. Et sur le coworking, on voit bien, le but, c'est pas d'avoir ça, son lieu de travail, mais c'est d'avoir un lieu de travail, d'avoir accès à des moyens de travail dans un endroit donné, accès à des relations, accès à des technologies, pas forcément d'avoir son bureau. Et puis la deuxième composante de cette génération X.0, bien c'est tous ceux, et là c'est indépendant de l'âge, mais c'est tous ceux qui sont ce qu'on appelle habituellement en sociologie des early adopters, c'est-à-dire ceux qui, plutôt que les autres, adoptent de nouvelles manières de penser, enfin, comprennent que le changement est là, et puis s'adaptent, font émerger des nouvelles situations, des nouvelles manières de faire, favorisent des changements qui sont des changements radicaux. Et donc là, on a encore toute une génération qui commence à être de plus en plus importante, de gens qui constituent cette génération X.0, c'est-à-dire pas seulement les aliens, mais aussi ceux qui sont en train de construire le monde X.0, souvent parce qu'ils sont un petit peu plus vieux quand même que les aliens. Et donc, ça leur permet d'être déjà dans des postes de commande. Et je crois que nous avons 2 représentants ici, donc c'est parfait. Juste avant qu'on bascule, moi, je voudrais 2 secondes revenir sur grande transition, parce qu'on est sur ce moment de notre vie, sur une nouvelle fois une grande transition. Et l'autre jour, tu m'as expliqué, il y a ce grand vide dans lequel on est en train de vivre des tas de chaos, mais si on descend, ce n'est pas le bon chemin, parce qu'on n'arrivera pas à remonter. Donc on n'a pas d'autre solution que de sauter par-dessus. Tu peux... Oui, je peux élaborer un tout petit peu. C'est très simple. Quand vous êtes en face d'un canyon, vous avez 2 solutions. Soit vous descendez le long d'une pente extrêmement raide, vous arrivez en bas, vous ne savez pas forcément ce que vous allez trouver. Si c'est un torrent, ce n'est pas forcément idéal. Et en plus, il faut remonter de l'autre côté, ce qui est encore plus compliqué. Donc, tous les adeptes du trekking vont le comprendre. Ou alors, vous cherchez un peu un pont, quelque part, qui va vous permettre de passer beaucoup plus facilement, en tout cas par le haut, d'un des versants à l'autre. Alors, il y a une autre situation, celle-là qui est beaucoup plus... qui est plus paradigmatique que physique, qui est l'idée du saut. Alors pour tous ceux qui font un peu de stratégie, vous connaissez peut-être un terme, je suis désolée, j'emploie beaucoup de termes anglo-saxons, mais il se trouve que la pensée est anglo-saxonne aujourd'hui. Et donc c'est le leapfrog. Le leapfrog, ça n'a pas vraiment de traduction en français, saut de grenouille, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le fait d'avoir une détente assez extraordinaire pour sauter au-dessus de ce qui est immédiat pour aller beaucoup plus loin derrière. C'est ça le leapfrog. Leapfrogger, ça veut dire sauter l'étape naturelle vers laquelle vous devriez aller pour passer déjà à l'étape suivante. Donc,
pas comment on peut traduire ça en français, mais globalement, c'est le sens. Et donc, ce saut qu'on est obligé de faire, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre un parcours qui n'est plus un parcours d'évolution incrémentale traditionnelle, qui nous permet normalement de passer gentiment d'une étape à la suivante, sans trop de dégâts. Là, il faut qu'on leapfrog, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de l'autre côté de ce gouffre. Et bien évidemment, le problème que ça pose, vous l'aurez compris tout de suite, ce sont les dommages collatéraux. C'est-à-dire que plus il faut sauter, et plus il y a des gens qui sont incapables de sauter. Et donc, plus on laisse de gens derrière nous. Et donc, la question, c'est comment on fait pour onboarder ces gens-là, comment on fait pour construire des ponts pour qu'on ne laisse pas la moitié du monde derrière nous. Donc, l'imagination va devenir absolument nécessaire. Et Yolène, forcément, je me retourne vers vous pour voir comment ça fait écho, parce que vous avez eu à établir un rapport à la demande du gouvernement sur ce qui se produit en ce moment en France sur les tiers-lieux. J'aimerais que vous nous racontiez un peu comment ça fait écho, ce que dit Fabienne, et puis qu'est-ce que ce rapport des tiers-lieux finalement révèle. Alors peut-être déjà pour remettre dans le contexte, effectivement le mot tiers-lieu, c'est un mot qui date de la fin des années 80, qui a été conceptualisé par un sociologue américain, qui s'appelle Ray Odenberg, qui disait qu'il y avait cette troisième place, qui n'était ni la première, ni la maison, ni le lieu de travail, mais ce troisième lieu, qui était le lieu où on sociabilise, où on se rencontre, un lieu informel pour le coup, et cette notion d'informel, de non-institutionnel est assez important sur cette idée du tiers lieu, où on y vient pour faire des rencontres, pour partager des choses en fait autres que à la maison et au travail. Donc c'est un phénomène aussi, un mouvement qui est apparu en France il y a quelques années déjà, c'est pas récent, disons qu'il y a plus d'une dizaine, quinzaine d'années où on avait déjà les premiers tiers-lieux en France, un peu plus marginaux, on va dire, qu'aujourd'hui. Et puis effectivement ce phénomène s'accélère de plus en plus. Preuve en est donc le soutien public. Donc le gouvernement, effectivement, en 2018, a mis en place une politique publique de soutien à ces lieux, suite au premier rapport qui a été remis par Patrick Lévy-Weitz. Et puis donc c'est là où France Tiers-Lieux a été créé. Et donc depuis 2 ans, là, on observe aussi ce phénomène grandissant, même exponentiel aussi, puisqu'on est passé de 1800 tiers-lieux en 2018 à aujourd'hui, l'année dernière à 2500 quand on a fait notre remise de rapport. Et puis on estime qu'on sera à 3000, 3500 pour sûr, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais c'est qui ces tiers-lieux, en quelques mots? C'est des entreprises? C'est des individus qui se regroupent? Alors, on est plutôt sur un mouvement qui est porté par une sorte d'une communauté. On aime à dire qu'à l'origine d'un tiers-lieu, il y a un collectif de gens, de citoyens qui s'organisent et qui mettent en place un projet à travers effectivement ce bien commun qui est le lieu. Donc on n'est pas effectivement dans une dynamique institutionnelle, c'est plutôt une volonté en fait citoyenne des gens qui s'engagent, qui par l'action justement cherchent à faire ce saut, peut-être alors petit saut pour le coup quotidien, c'est-à-dire que et c'est en ça où on se dit que ces lieux sont aussi au croisement de l'ensemble des transitions numériques, écologiques, alimentaires, puisqu'en fait dans ces lieux ils expérimentent des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes par le croisement justement, la rencontre, le partage des gens. Vous avez trouvé le pont, là, finalement, dont parle Fabienne. Voilà, c'est pour ça que ce pont, je le trouvais intéressant. Il est en tout cas à échelle humaine, parce qu'effectivement, ce canyon peut faire un peu peur. Et là où le tiers-lieu, en fait, est aussi un outil qui est dans les territoires et vraiment ce rôle d'action et pour mener les transitions, c'est qu'il est aussi à taille humaine, à échelle humaine, ouvert à tous. Et cette notion aussi d'ouverture, de libre contribution, en fait, chacun, aujourd'hui, est amené, encouragé à venir dans ce lieu pour être acteur. C'est là où on a aussi un changement de paradigme. On n'est pas dans des lieux où on est consommateur d'un service, comme on peut le concevoir quand on fait du marketing ou quand on est peut-être une entreprise, une institution. On a vraiment cette logique servicielle. En fait, le lieu, le tiers-lieu, est plutôt un lieu ouvert où on invite chacun à y venir et à développer son propre projet. Donc on est vraiment dans une logique aussi d'acteur. On est acteur, en fait, acteur de cette transition. Et tout le contexte de ce lieu encourage les gens à redevenir acteurs. Je referai un détour tout à l'heure sur la partie économique, parce que je suis quand même intriguée de savoir comment ça fonctionne vraiment. Mais je voudrais, Stéphane, que tu nous dises, toi, qui vis au cœur des entreprises et avec les entreprises, est-ce que cette grande transition, cette notion de bien commun, comment elles réagissent, ces entreprises, en ce moment? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est assez marrant, là, le format que nous avons là. Vous voyez bien que le monde s'est transformé considérablement. Un peu, oui. Qui aurait pensé, il y a quelques années, se retrouver presque dos au public, en face des caméras. C'est à peu près ça. Bonjour tout le monde. Mais
Oui, les entreprises, évidemment. Nous, on reçoit chez Wojo plus de 500 entreprises qui ont installé leur bureau chez nous et ils réagissent en se posant des questions de fond sur l'occupation de leur lieu, sur l'attractivité des talents, sur l'optimisation des lieux. Enfin, ça ne vous a pas échappé que maintenant, on en parlait précédemment, pratiquement les lundis et vendredis, plus grand monde dans les bureaux. Ça roule très très bien. Ça pour roule venir très à très Paris. bien et c'est à peu près partout dans le monde. J'étais à Londres la semaine dernière, personne le lundi et vendredi. En revanche, mardi, mercredi, jeudi, c'est l'ébullition. Il y a des immeubles de bureaux vides qui consomment de l'énergie, et avec un CO2 phénoménal. Juste pour vous rappeler, l'immobilier, dans le monde, c'est 40% d'émissions de CO2. L'immobilier d'entreprise, c'est 10%. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc il y a la prise de conscience d'optimisation, de coûts, parce que c'est le deuxième poste, l'immobilier, le lieu de travail dans un PNL d'entreprise, d'RSE. Et donc tout ça fait qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience très très forte des entreprises sur comment on change la chose. Maintenant, le temps est long, plus court que la prospective à 20 ans, mais quand même le temps est long parce que le temps de cette transformation-là profonde, c'est un sujet aussi générationnel des dirigeants qui doivent se poser des questions, un certain nombre de questions, mais en revanche, les collaborateurs, eux, ils vont largement dans ces nouveaux choix de lieux. Et là, on est à un moment très intéressant, c'est que les attentes et les bénéfices des entreprises rejoignent les attentes et les bénéfices des collaborateurs. Sur quoi ? Justement sur cette notion d'économie, de frugalité, d'optimisation, de proximité, de RSE, de bien vivre ensemble, de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, une entreprise, lorsqu'elle veut recruter, si elle n'a pas ce levier de qualité de vie au travail, mais pourquoi aller au bureau si c'est pour être dans un bureau et faire ses mails ? Et être seul ? Et être seul, de surcroît. Donc, ça n'a plus aucun sens. Donc, il faut qu'elle se réinvente de ce point de vue-là, en trouvant des lieux qui permettent des échanges, de l'épanouissement. Nous, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps chez Wojo. On a posé la question de savoir quel était le premier critère de vie professionnelle, de vie au bureau, de qualité. Le premier élément, il y a quelques années, c'était l'équilibre vie pro, vie perso ou la reconnaissance par le salaire. C'est souvent ça qui est... Et ce qu'on a remarqué dans nos lieux, c'est l'épanouissement au travail par les échanges intellectuels, le partage. Le lien social. Le lien social. Puisque dans nos lieux, on rencontre d'autres entreprises. On n'est pas uniquement dans sa culture d'entreprise. Et ça, les talents, les nouveaux talents, la génération XO, comme tu l'appelles, ils ont besoin de ça. Mais alors, je suis intriguée par un point, c'est qu'est-ce que les entreprises ont à partager ou acceptent de partager ? Parce qu'on parle de bien commun, donc je me dis, quitte à se retrouver dans un espace coworking, un tiers-lieu, c'est que j'accepte de partager des choses. Parce que Wojo, tu n'es pas là par hasard, c'est un peu plus que simplement des espaces de coworking. Vous avez été beaucoup plus loin sur l'expérience collaborateur, sur l'expérience des gens, finalement, au-delà des collaborateurs qui vivent. Donc, qu'est-ce que les entreprises acceptent de mettre en bien commun ? Hormis le frigo avec les yaourts qu'on n'a pas mangé le midi. Ouais, non, le frigo ou le baby-food, c'est un peu anecdotique. Voilà. Ce qu'on met en commun, enfin, ce que les entreprises mettent en commun, c'est déjà de se donner les moyens d'une grande flexibilité. Et donc de pouvoir réduire ces espaces en temps. L'énergie. Et donc, quelque part, tout ça vit ensemble. C'est-à-dire qu'on réduit, mais il y en a d'autres qui vont prendre et on augmente. Donc, c'est cette notion de flexibilité qui est au cœur de notre système et le service. C'est-à-dire que à quoi ça sert d'avoir des bureaux. Alors, je parle à la fois pour des très grandes entreprises qui ont des tours ou qui ont 10 000 ou 15 000 mètres carrés, mais je parle également pour des PME ou des startups qui ont des plateaux de peut-être de 100 ou 150 personnes ou des toutes petites boîtes qui commencent. À quoi ça sert d'avoir des lieux où chacun a son service, chacun a ses bureaux, chacun a son animation, alors que réellement, le partage du lieu, du service, de la restauration avec d'autres entreprises,
Ça coche toutes les cases des économies, de l'épanouissement, de la rencontre. Alors oui, on a quelques entreprises qui nous disent « mais moi, j'ai pas envie d'aller chez vous, on va piquer mes talents ». Bon, ben voilà, c'est encore le vieux monde qui réapparaît comme ça. C'est les fameuses résistances dont tu parles. On en a encore quelques-uns, mais bon... voilà, ils ont peut-être peur qu'ils s'enrichissent dans une autre entreprise et qu'ils reviennent encore plus compétents. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et le service au sein de l'entreprise, ça devient maintenant quelque chose de très, très, très important. Moi, je viens du monde plutôt, comme tu l'as dit, du monde de l'hospitalité. Et je me suis toujours demandé pourquoi, dans les entreprises, il n'y avait pas cette notion d'émotion positive, quelque chose qui... Alors que quand on arrive à un accueil d'un immeuble, d'entreprise, moi, il ne se passe pas grand-chose à part de demander sa carte d'identité et de vous donner un badge. Là, le fait de rentrer dans un immeuble, on propose un café. Un univers ouvert. Un univers ouvert, on a des animations, on peut apprendre d'autres. Voilà, c'est à peu près ça qu'on essaie de faire bouger. Et alors, moi, je viens de prendre conscience, c'est vrai que quand tu parles de services, on parlait d'énergie, les coûts de l'immobilier, et finalement, on parle de pénurie et de ressources rares. Et Dieu sait si le sujet est sur la table et malheureusement risque de durer. Fabienne, je me retourne vers toi parce que dans ce que tu décris dans la prospective, tu as défini différentes orientations, la mutualité, la technologie de rupture, bon, il y a plein d'autres, mais j'aimerais du coup que tu rebondisses avec le débat sur une des orientations que tu as décrites, qui est la rationalisation des ressources et des usages. C'est la pénurie, finalement, ce bien commun. Ça va être aussi... Alors, il y a le pont qu'on a vu tout à l'heure avec France Tiers-Lieu, on va y revenir, mais il y a aussi l'idée de partager des choses qu'on ne pourra peut-être plus avoir seul. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors, dans le public, dans le privé, pardon, ça paraît tout à fait normal alors je ne vais pas dire de partager des ressources, mais au moins d'aller chercher des économies quelque part. Oui, il y a une logique ça fait quand même, financière. il y a une logique de compétition qui fait que c'est normal. Dans le service public, ça l'est un peu moins. Ça l'est un peu moins, mais par chance, le service public a été atteint par le déficit de ressources. Pour le dire clairement comme ça, je ne parle pas de réduction budgétaire, je parle d'un déficit de ressources, c'est-à-dire du manque de ressources nécessaires pour faire face à tous les impératifs de la fonction publique. Eh bien, ça conduit à des mutualisations qu'on voit apparaître de plus en plus. Posez-vous la question de ce qu'on appelle aujourd'hui ces fameuses entreprises de mission. Ça doit vous évoquer peut-être quelque chose. Eh bien, ça a commencé dans le service public avec la notion d'administration de mission. L'administration de mission, c'était déjà une idée qui était de dire on crée un service pour remplir une mission et quand la mission est réalisée, accomplie, eh bien on ferme le service et on fait autre chose. C'était quand même précurseur, ça, je vous parle de ça, les administrations de mission, c'était les années 70 à peu près. Donc ça fait un certain temps. Alors vous allez me dire ça a échoué, certes. Parce qu'effectivement, toutes les administrations de mission se sont pérennisées et ont toujours trouvé une solution pour continuer à exister, même quand la mission était accomplie. Bon, rien n'est parfait dans ce monde, mais c'est pour dire que cette idée de mutualisation, de rationalisation, elle est quand même ancrée dans notre culture et de plus en plus, on le voit, les partenariats publics-privés, c'est aussi une manière d'essayer de mutualiser des compétences, mutualiser des moyens, etc. La vraie question, c'est jusqu'où est-ce que cette mutualisation nous emmène en termes d'abandon de ses prérogatives. Et je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et elle vaut aussi quand on partage des espaces. C'est-à-dire à partir de quel moment je peux continuer à surveiller mes employés, par exemple. Quand ils arrivent au bureau et qu'ils pointent. Quand ils vont dans un tiers-lieu, a priori, ils ne pointent pas. Et on est là dans cette même logique sur la mutualisation. Quand je fais un partenariat public-privé, c'est très bien tant que je conserve ma part en tant que puissance publique. Maintenant, si je fais une délégation complète de services publics, si je mets une régie, et vous l'avez peut-être vu récemment sur les questions de l'eau, est-ce que j'ai encore la possibilité d'intervenir sur cette délégation? Jusqu'où va ma compétence quand je mutualise? Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver pour... On ne peut pas y échapper à cette rationalisation, mais il va falloir juste trouver le fine-tuning, le bon angle, le bon degré pour qu'on continue à partager tout en étant capable de respecter les prérogatives de chacune des entités qui partagent.
Oui, mais là, on est un peu dans ce qu'on disait au préalable, c'est comme on est en train de passer d'une société qui a besoin d'être propriétaire à une société qui va dans le partage. Que l'abandon, il va être sans doute dans ce chemin-là aussi. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable et essentiel dans ma vie et pour celle de mes enfants versus mon quotidien. Là, c'est peut-être moins de la propriété que de la responsabilité. Que de la pour le coup. responsabilité. Moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je le verrais. La question de la propriété, je crois que c'est fait. Vous savez, quand vous voyez des jeunes Russes qui aujourd'hui, sur une génération qui a à peu près 40 ans et qui a fait des études supérieures, plus de la moitié de ces jeunes n'ont jamais vécu dans un appartement non meublé. Il faut quand même le savoir, ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs valises, ils s'installent dans un appartement, ils peuvent être mariés, avoir des enfants, etc. Ils s'installent dans un appartement qui est absolument tout prêt. Ils ne changeront pas une ampoule. Ils ne feront rien parce que tout est serviciel. C'est comme s'ils arrivaient dans une résidence. Et puis, quand ils en changent, ils s'en vont, ils vont dans une autre résidence, ils s'installent à l'intérieur. C'est-à-dire que cet état d'esprit-là, qui est déjà partir avec juste ses valises et les jouets des enfants, c'est quand même une mentalité qui n'est pas encore arrivée jusque chez nous. Là encore, il y a eu un leapfrog dans ces générations-là. Ça, c'est très clair. Parce qu'ils passaient d'une économie qui n'était pas une économie de marché à d'un seul coup plus que ça. Donc je crois que cette approche qui est l'approche de dire je n'ai pas besoin d'avoir la propriété du lieu dans lequel je vis, est néanmoins quelque chose de très distinct que la limite de ma responsabilité quand je mutualise. J'ai forcément envie de me retourner vers vous, Yolène, parce que ce sujet de la responsabilisation et de la gouvernance, c'est quoi les règles du jeu? Qui décide de quoi lorsqu'on vit à plusieurs dans un lieu partagé? Comment ça se joue, ces règles-là? Alors effectivement, la mutualisation est au cœur des modèles des tiers-lieux, puisqu'on est sur des modèles par essence frugaux, qui tournent avec des ressources limitées, puisque c'est des lieux qui émergent aussi, pour beaucoup, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans les territoires, en dehors des métropoles. On a vu d'ailleurs le changement entre 2018 et aujourd'hui, avec une majorité aujourd'hui à 55% de lieux qui sont en dehors des métropoles. Ça n'a rien à voir avec le Covid, c'était déjà engagé avant le Covid. Oui. Parce qu'en 2018, on était déjà pas loin. On était à 46%. Le retour au local, à la campagne, vous l'aviez observé. Oui, et puis parce que il y avait un prisme en 2018 qui était aussi sur l'observation beaucoup des modèles de coworking. Là, dans notre dernière étude, on a des nouveaux modèles de tiers-lieux qui émergent, notamment les tiers-lieux nourriciers. Parce qu'on voit bien que la question de l'alimentation est en train de monter fortement et que pour le coup, les citoyens, la société est en train de s'emparer de ce sujet-là. Et les tiers-lieux sont un peu l'incarnation, on va dire, du fait que les gens prennent en considération cet enjeu de plus en plus prégnant dans leur vie. Donc on voit émerger aussi de nouveaux modèles au-delà des espaces de travail partagés. Sur le même principe de la mutualisation. Donc quand on est aussi sur des tiers-lieux nourriciers, comme on les appelle, on mutualise des terres pour pouvoir relocaliser la production agricole et raccourcir cette chaîne alimentaire entre de la terre à l'assiette. Et puis il y a tout un principe derrière d'éducation, d'apprentissage. Mais alors comment se passe la prise de décision dans ces structures-là? Sur je reviens sur cette notion de mutualisation. On a aussi beaucoup de modèles hybrides, publics-privés. On parlait de modèles économiques tout à l'heure. Effectivement, on est sur du 50-50, en moyenne, on va dire. Il y a des tiers-lieux qui sont plus à tendance privée, d'autres plus à tendance publique, mais on va dire qu'en moyenne, on a plutôt un équilibre entre les deux, qui montre bien d'ailleurs qu'on est sur des lieux qui hybrident aussi des formes d'activité, entre de l'activité privée, de location d'espace, d'événementiel, culturel notamment, et puis des activités d'intérêt général. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ce sont des lieux aussi qui agissent pour la société. Et donc ces actions d'intérêt général, elles sont assez prégnantes dans le modèle. Et je pense qu'elles font aussi que les gens ont envie d'aller participer dans ces lieux-là parce que ça donne du sens, en fait, tout simplement au fait de venir travailler dans ces lieux, puisque par ailleurs, c'est un lieu engagé sur des questions d'inclusion numérique, sociale, sociétale. Donc on est en modèle éco sur du public-privé et en gouvernance aussi, pour le coup, parce qu'il y a des enjeux derrière. Effectivement, quand la puissance publique finance une partie, il y a voix au chapitre en termes de gouvernance. Et donc on voit que juridiquement aussi, nous, ça nous pose beaucoup de questions. Donc comment on encadre juridiquement cette gouvernance partagée? On parle beaucoup de gouvernance partagée, ouverte même, puisque les utilisateurs aussi ont voix au chapitre et sont censés faire partie de cette gouvernance
aussi de façon très élargie. Et ça ne se chamaille pas à l'intérieur, les gens arrivent à s'entendre. Alors, il y a des cadres. Il y a beaucoup, on voit émerger ce modèle de société coopérative, d'intérêt collectif, les fameuses SIC, qui permettent d'être sur un modèle privé, donc un modèle lucratif, tout en ayant une gouvernance qui permet par collège d'avoir représenté des entreprises, des utilisateurs du lieu, la collectivité territoriale aussi, qui peut être partie prenante de la gouvernance. Donc ça, c'est un modèle qui est en train d'émerger fortement parce qu'il permet cet équilibre entre les différentes entités parties prenantes. Et c'est un vrai sujet parce que le tiers-lieu est au cœur de la coopération aussi territoriale, c'est-à-dire qu'il va encourager à ce que, c'est un lieu ouvert par essence, donc à ce que les entreprises, les universités, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est des lieux d'apprentissage, donc tout ce qui va être éducation nationale, université, vont avoir un intérêt aussi à venir travailler, collaborer dans ces nouveaux espaces innovants. Et donc, on a des périmètres qui s'élargissent de plus en plus en termes de gouvernance. Et du coup, je voudrais poser la même question à Stéphane. Est-ce que tu vois émerger au sein des espaces où les entreprises partagent les espaces des nouvelles façons de prendre des décisions sur, je sais pas, le quotidien? Est-ce que je suis d'accord pour telle machine à café? Est-ce que je suis d'accord pour dépenser tel argent? Enfin, vous vendez du service, vous vendez, mais ce process de décision qui aussi, je pense, est au cœur, moi, des évolutions en cours, voire nécessaires. On voit des choses concrètes se produire chez toi? Oui, alors de plus en plus, c'est par étapes. C'est un temps quand même qui reste long, notamment sur les animations, la participation à des conférences. Chez Wojo, on essaie de faire des conférences régulièrement dans nos sites, d'amener l'ensemble des entreprises d'un site à y participer. Donc voilà, ça commence à partager, à échanger entre les entreprises. Après, il faut quelqu'un qui coordonne. Il faut quelqu'un qui fasse... Dans les contrats, il y a des clauses nouvelles et différentes pour que les entreprises puissent bien vivre ensemble? Non, il y a simplement une façon de prendre le sujet et puis une espèce d'engagement moral des entreprises à se respecter les unes les autres. Et en revanche, il faut malgré tout qu'il y ait une entité qui organise le dispositif et puis qui facilite la rencontre, le croisement, l'épanouissement des entreprises les unes avec les autres. Et l'autre point que je voulais ajouter, c'est la notion de réseau, de différents lieux. Ça, c'est très très important. Nous, on le voit chez nous. C'est que cette vocation, enfin en tout cas cette attente des entreprises à pouvoir bénéficier de différents lieux sur le territoire. Ça fait partie des choses qu'on travaille avec France Tiers-Lieux, c'est de se dire comment on lie tout ça pour pouvoir être mobile. La mobilité est un élément majeur aujourd'hui pour les entreprises comme pour les collaborateurs, de pouvoir à 10 minutes de chez soi ou à un quart d'heure de son rendez-vous, de pouvoir se poser, travailler pendant 1 heure, 2 heures, une journée. De plus en plus d'entreprises nous demandent non pas d'avoir des bureaux, mais d'avoir simplement des abonnements pour leurs collaborateurs. On est vraiment dans l'usage. Flexibilité, et donc, souplesse absolue. Voilà, il va falloir trouver des lieux, et là, ça commence à se poser la question de savoir mais comment on arrive à avoir autant de lieux. Donc on a parlé évidemment de tous les lieux là on est passé de 1800 à 2500, c'est ça, même plus de 3000 maintenant. 3000. Et comment on transforme aussi des lieux. Et là se pose la question de la transformation de l'immobilier. C'est très intéressant. Nous, on fait une expérience en ce moment, grâce à notre actionnaire Accor, c'est de transformer des hôtels en lieux de travail. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Ça prend du temps, mais quoi de mieux qu'un hôtel pour s'installer, travailler pendant 1 journée, 2 journées, et de transformer des chambres ou des salles de réunion en bureaux à l'année, pourquoi pas, en bureaux à la journée, au mois. Et donc cette notion de réseau, de maillage, on a plus de 400 sites maintenant en France, et ça c'est très très intéressant, mais ça monte doucement, mais cette notion de maillage, de réseau est très intéressant. Et le cran d'après, on en parlait tout à l'heure, c'est pour toutes les entreprises qui ont beaucoup trop de mètres carrés. Ces grandes entreprises qui ont maintenant 10 000, 20 000 mètres carrés, mais qu'en réalité on utilise peut-être les 2 tiers. Qu'est-ce qu'elles font du tiers restant ?
comment les gérer? Les remettre en sous-location, les rendre aux bailleurs. On sait que les bailleurs sont un peu coriaces de ce point de vue-là, en disant si tu n'as pas fini ton bail, bah, tu payes jusqu'au bout. Donc comment on gère ça? Eh ben, ce qu'on arrive à proposer, pas le seul chez Wojo, c'est de reprendre ces mètres carrés-là et de les commercialiser, de les animer et de faire venir des startups et de faire ce mouvement-là. Et ça, c'est un mouvement très intéressant. Bel exemple d'économie circulaire, hein. On est dans ça, en fait, hein, comment on réutilise tous les sujets. Juste avant qu'on passe aux questions du coup de la salle et de tous nos amis derrière l'écran, moi j'ai une question qui me vient peut-être en rapide tour de table. Est-ce qu'il y a un exemple chacun que vous avez, soit d'une organisation, soit d'un pays, qui est vraiment pour vous déjà voilà, très à la pointe de ce qu'on est en train de se dire, très en avance sur qu'on pourrait aller voilà, observer? Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient Je peux me permettre oui. un décalage? Oui. Alors je ne vais pas répondre dans le présent ni dans le futur, mais dans le passé. Je voudrais juste vous rappeler comment sont nées les brasseries françaises, les grandes brasseries parisiennes notamment. Elles sont nées parce qu'on avait besoin de lieux de travail en face des gares au XIXe siècle. Et donc on a créé ces brasseries comme des lieux où les gens pouvaient passer la journée entière à pouvoir travailler, se rencontrer. Donc les gens venaient de partout, enfin se rencontraient dans la gare, ils n'avaient pas le temps d'aller en dehors, il n'y avait pas les moyens de transport d'aujourd'hui, mais ils arrivaient en gare de différents endroits de France et ils allaient se retrouver dans la brasserie où ils travaillaient toute la journée jusqu'au départ de leur train. Donc parfois, regarder dans notre histoire, ça aide aussi. Oui, recréer les villages avec les tiers-lieux, les espaces professionnels. Je pense qu'on va passer aux questions maintenant de tous nos amis. Est-ce qu'on commence, Aline, par les questions Alors, je crois qu'il y a Marc qui a une question. Et après, on passera, Aline, à l'écran. Question pour les trois interlocuteurs, et peut-être en particulier pour Stéphane. Dans tiers-lieu, il y a lieu. Et on est en train, vous le disiez tout à l'heure, de voir des gens qui s'extraient des lieux avec les grandes tendances de home office. Et justement, je ne viens pas au bureau le lundi et le vendredi. Et je me posais la question de savoir comment est-ce que ces opérateurs de tiers-lieux étaient en train de s'adapter à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de voir une disparition du lieu physique au profit d'un autre lieu? Alors, on a parlé de métaverse tout à l'heure, on n'y est peut-être pas encore. Mais c'était une question voilà, qui m'intéressait beaucoup. Alors, c'est un double phénomène. Effectivement, on observe même dans nos espaces, hein, on a 15 espaces avec, je l'ai dit, 500 entreprises, on observe que le lundi et le vendredi, la fréquentation est quand même beaucoup plus faible. Mais on observe également que dans le même temps, on a besoin de plus en plus de collectifs. Et nous, on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent maintenant de ne plus prendre des bureaux, mais de prendre des salles de réunion. Et de vivre, quand on est au bureau, on est tous ensemble pendant 2 jours. Mais tous ensemble, vraiment, pour le coup, façon salle de réunion. Et ça, c'est un nouveau phénomène. Et donc, on essaye d'adapter ça en jouant l'hyperflexibilité dans nos lieux. Alors, on n'a pas encore commencé à travailler sur des locations de bureaux lundi, mardi versus mercredi, jeudi versus... Mais je ne dis pas qu'un jour, on n'y arrivera pas. Il faut trouver les clients qui viennent le lundi, mardi, d'autres qui viennent le mercredi, jeudi, et ainsi de suite. Mais en tout cas, cette hyper-flexibilité commence à avoir du sens. Et concernant la partie digitalisation, bien oui, dans nos lieux, cette notion d'outils digitaux, c'est très très fort. On commence à travailler avec des boîtes qui font de l'analyse de comportement, de l'intelligence artificielle pour savoir comment sont utilisés les lieux, voire même des avatars sur le métavers pour pouvoir commencer à parler d'entreprise à entreprise. Donc ces phénomènes-là sont très intéressants. Alors, Hélène, je crois, en visio, oui. J'avais une question peut-être plus pour Fabienne, qui, en début de l'intervention, parlait des différents courants qui émergeaient. Et ma question était de savoir si, avec ces courants, émergeaient également de nouvelles valeurs travail, de nouvelles valeurs en lien avec le travail. Voilà. Et si oui, lesquelles ? Oui, c'est une très bonne question. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que les nouvelles valeurs en lien avec le travail montrent que la notion de travail s'est complètement déportée
C'est-à-dire que le travail n'est plus la chose à laquelle je dois consacrer les 2/3 de mon activité humaine sur cette terre. C'est quelque chose qui va passer après ma famille et mes amis, qui va passer éventuellement après mon développement personnel. Le travail aujourd'hui reste encore pour la très grande majorité de la génération X.0 une nécessité, j'ai presque envie de dire financière. Mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de cette génération est déjà en train de muter vers les nouvelles formes de rémunération que sont le net, que sont les influenceurs, vous avez aujourd'hui par exemple ce qu'on appelle le gamertising, c'est-à-dire le fait que dans les jeux vidéo, on incruste, désormais vous avez des objets qui sont des objets de publicité, mais qui ne passent plus par les bannières qu'on connaissait, etc., etc. Donc on voit très très bien se dessiner cette nouvelle manière de vivre avec sans doute moins. Ça c'est clair, la course à la richesse et au signe extérieur de richesse n'est plus là. Ça c'est une évidence. C'est même un signe plutôt bien de devoir recourir à des, je ne dirais pas des marques, mais bon, à des objets qui sont reconvertis, on va dire. Et clairement, le travail n'est plus ce moteur de développement personnel qu'il a quand même été pendant au moins les 2 derniers siècles. Donc là, il y a une vraie question à reconsidérer. Les entreprises le savent, la fameuse loyauté. Rappelez-vous quand même qu'en France, on avait une médaille qui sanctionnait les 30 ans passés dans une entreprise. Ça a totalement disparu. L'accélération du freelance, on voit aujourd'hui les développeurs dans le digital, ils se mettent à leur compte parce qu'on peut aller sur le net et aller chercher du boulot et très bien payé. Après, il reste cette notion quand même qui est recherchée du collectif et de pouvoir travailler quand même ensemble et de pouvoir... et donc il faut des lieux pour ça. Parce que le collectif créatif complètement en distanciel, c'est pas le plus efficace. On y arrivera peut-être, mais en tout cas, c'est pas le plus efficace. Donc, il faut des lieux qui soient très attractifs et qui redonnent du sens à la rencontre proche et vivant. Alors, numérique et tiers-lieu, c'est un peu autre histoire. Non, mais cette transformation du travail explique l'émergence aussi forte des tiers-lieux. Parce qu'on a des lieux justement et puis le développement évidemment du travail indépendant. Parce qu'on a des lieux qui permettent justement d'accueillir les travailleurs indépendants, les travailleurs en mobilité grâce au numérique et au déploiement du numérique, qu'on a des lieux qui permettent justement de recréer des espaces collectifs, de rencontres, d'échanges. Enfin, tout est fait pour que justement les acteurs se croisent, les disciplines se croisent, et puis répondre à ce sens aussi et ce besoin de sens et d'engagement, puisque dans ces lieux, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on n'y fait pas que travailler. On y va aussi parce que il y a d'autres activités qui ont du sens par rapport à un équilibre vie perso, vie pro, à des engagements, en fait, quand je parlais d'activités d'intérêt général, à des lieux qui, justement, sont dans ces logiques de frugalité, comment on fait plus avec moins, des lieux qui, aujourd'hui, mettent aussi en avant la réparation, le recyclage, l'économie circulaire. Donc, en fait, c'est des lieux qui portent aussi des valeurs qui font sens et qui font que les travailleurs aussi ont envie de s'engager et venir dans ce type d'espace. Isabelle, justement sur les lieux, vous avez une question sur le métaverse. Oui, alors enfin, j'avais une question. Je me dis, est-ce que le métaverse ne pourrait pas devenir un ensemble de tiers-lieux, dans la mesure où c'est très collectif, c'est très décentralisé, c'est basé vraiment sur un mécanisme qui est très décentralisé et donc animé par des collectifs. Alors certes, ça émerge, mais ce sont quelque chose quand même qui vont arriver. On parlait d'objets dans les jeux, on entend beaucoup là sur les NFT, des objets qui sont justement créés pour cela. Donc voilà, est-ce que le métaverse peut devenir un tiers-lieu? Mais c'est vrai que c'est très prospectif. Et puis après, j'avais aussi une autre question sur les leviers pour amortir les chocs entre les générations et conserver l'engagement du collaborateur, en fait, sur ces modes de travail et notamment ces lieux où on accueille, nous, plusieurs générations, les générations XO, mais aussi les générations comme les miennes. Voilà. Rapidement sur ces deux questions d'Isabelle.
Alors rapidement, oui, bien sûr, le métavers, c'est vraiment c'est un sujet sur lequel on est tous en train de plancher parce qu'on se rend compte qu'il y a une possibilité. En même temps, il faut être très très vigilant parce que vous savez comme moi qu'il y a un problème énergétique majeur avec le métavers et que ça, pour l'instant, c'est quand même le frein principal. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi un problème aujourd'hui de débit aussi. Donc oui, idéalement, c'est clair que le métavers peut nous offrir des lieux des tiers-lieux, si vous voulez. En même temps, ce qui me rend réticente par rapport à ça, autant je crois à des possibilités du métavers, autant je crois que le tiers-lieu, pour ce que j'en sais, mais je vais laisser certainement la parole à mes co-intervenants qui le connaissent mieux, mais il y a la rencontre physique. Et l'avatar, on a beau être passionné de digitalisation, l'avatar, c'est pas du physique, quoi. Et je reste convaincue qu'à un moment donné, on a besoin d'être ensemble, de se renifler. J'ai envie de dire, c'est terrible de dire ça, mais voilà, je pense que fondamentalement, animalement, voilà, animalement. Vous avez envie de réagir. Oui, alors évidemment, nous, on le voit dans tous nos lieux. L'espace le plus recherché, et c'est pour ça qu'on l'a gardé, c'est le bar, comme la brasserie. Non, mais c'est je vais dire la machine à café. Alors là, nous, on a banni les machines à café. Parce qu'on a voulu aller un cran plus loin, c'est d'avoir vraiment du service, d'avoir vraiment un bar, d'avoir une rencontre, de se retrouver autour de l'espace commun. Et c'est un plaisir de voir tous les jours les entreprises, les collaborateurs des entreprises partager, se connaître, se rencontrer, plus des conférences et des animations, des cours de sport, de yoga. Bon. Et ça... excusez-moi, dans le métavers, c'est un peu limité, le yoga ensemble. Le yoga tout seul, oui, mais on a bien vu les effets dévastateurs du home working obligatoire. Donc il faut le dissocier du home working choisi, du home working ou du télétravail obligatoire pendant les mesures sanitaires. Mais quand même, il y a eu des cas très lourd d'impact psychique. Et d'ailleurs, du jour où ça a été rouvert, tout le monde est revenu au bureau. Alors après, maintenant, c'est en train de se rééquilibrer, mais le lieu physique de partage est très, très important, et notamment chez les plus jeunes générations. Ce sont les premiers à revenir au bureau. J'ai presque envie de prendre le contre-pied, parce qu'en fait... oui, je pense que, voilà, je partage évidemment, mais nous, on a certains puristes du concept des tiers-lieux qui disent, en fait, le lieu physique n'est pas forcément la condition, puisqu'en fait, un tiers-lieu, c'est une communauté qui se rassemble, qui fait justement collectif pour porter des projets en commun, ce qui est tout à fait possible, en fait, dans le métavers. Parce que même si on ne se rencontre pas physiquement, en fait, on peut faire collectif, on peut trouver un espace de co-création, de partage de projets, que ce soit même dans le virtuel. Parce qu'il y a vraiment cette logique, effectivement, de communauté et de communauté déconcentrée qui se retrouve dans un espace. Donc cet espace, qu'il soit physique ou virtuel, finalement, il peut être tiers, même s'il est en virtuel. Après, voilà, je vous rejoins sur effectivement le besoin, je pense, animal qu'on a tous d'avoir voilà, une rencontre physique. Et c'est ce qui fait qu'il y a tant de lieux aujourd'hui qui se développent. Mais on va dire que voilà, dans le concept, c'est possible. L'alternance et le choix restent nécessaires. On arrive sur la dernière question, qui est notre rituel que l'on aime poser à tous nos grands invités. Cette question, c'est que faut-il transmettre à nos enfants? Quelques instants pour voilà, partager avec nous votre cœur sur ce sujet. Alors, vaste question. Que faut-il transmettre à nos enfants? En tout cas, si moi j'essaie de joindre le débat d'aujourd'hui, c'est sans doute cette notion d'ouverture, d'écoute, d'empathie, dans le monde professionnel comme dans le monde privé, et de pouvoir partager, parce que au final, cette notion de partage et d'écoute de l'autre génère des aspects positifs pour chacun d'entre nous. Et donc c'est cette notion-là d'ouverture et d'empathie, que ce soit, là on parle des lieux de travail, mais on parle également du partage sur des notions de travail. Voilà, moi j'essaierai
de leur donner ce goût de ce partage. Merci beaucoup. Moi, je dirais le faire. Le faire et le faire ensemble, qui est vraiment l'action, c'est-à-dire effectivement... Agir. L'agir, voilà. Agir, mais pas agir voilà, par forcément des grands sauts. Plus faire qu'agir, d'ailleurs. Plus faire qu'agir, effectivement. Faire, tester, expérimenter, continuer, refaire. Enfin, voilà, d'être vraiment dans cette logique d'action que si on veut transformer les choses, en fait, il faut déjà commencer par faire un petit quelque chose. Et puis ce petit quelque chose va emmener un deuxième petit quelque chose. Et voilà. Donc, voilà, cette logique de petits pas qui est vraiment au cœur aussi des modèles qu'on observe. Et voilà. Et de plus être dans ces débats... Pas de grandes je pense ambitions, des petites que actions. on est passé effectivement de ces grands moments de débat, de discours, et que maintenant, voilà, on n'a plus le choix, quoi. Il faut agir, et donc il faut faire, et surtout ne pas avoir peur de faire, et de faire de façon collective, faire ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je pense qu'il faut leur montrer que nous sommes capables, nous, d'apprendre d'eux. Et oui, le partage, le lien des générations, il est là. Hein. Voilà. C'est le moment pour moi de vous remercier vraiment profondément. Et avant vraiment de vous dire au revoir, moi je me dis que j'aimerais un faire pour les DRH et DG qui nous écoutent. Parce qu'à vous entendre, moi je me suis dit, tiens, finalement, on y sera demain matin si vous commencez à négocier des accords dans les entreprises, non plus de télétravail, mais de bien commun. Donc je vous invite à y réfléchir et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous sur ça. Encore un grand merci, Yoann, Stéphane et Fabienne, pour ce moment très très riche.